On ne s'en rend pas toujours compte, mais les shows de la WWE sont millimétrés. Derrière chaque chute spectaculaire, chaque coup de chaise, chaque échelle ou chaque table brisée se cachent bien des secrets. Dans cette vidéo, on va justement s'amuser à franchir le rideau pour voir certains de ces détails qui sont parfois totalement improvisés en direct devant les caméras et que je trouve juste exceptionnels. Salut tout le monde, c'est Weeds. Aujourd'hui on va découvrir 10 secrets incroyables à la WWE. Pour commencer sur de l'actualité, on peut parler du show Money in the Bank 2025, puisqu'il s'est littéralement déroulé la semaine dernière du côté de Los Angeles. Beaucoup d'actions qui s'y sont tenues pourraient nous intéresser, mais certainement pas autant que le spot le plus marquant de la soirée, ce moonsault absolument légendaire de Logan Paul. Sans doute un clin d'œil à l'une des plus grandes légendes du catch, Shawn Michaels, qui a lui-même pu y laisser des plumes dans sa carrière tant la manœuvre demande une précision chirurgicale. Faut savoir que ce qui l'a motivé à le faire, c'est son match contre AJ Styles, durant lequel il avait déjà fait un impressionnant moonsault au travers du ring, lui faisant comprendre que, en vrai, ça peut passer sur la table. Bon, tout comme Shawn Michaels, il va lui aussi en subir les conséquences, puisque durant son podcast, il nous a révélé à quel point le ressenti de l'impact était violent, lui causant d'ailleurs un hématome au niveau de la jambe. Dites-vous que John Cena avant le match lui dira que c'était impossible à réaliser, surtout au vu de la distance de plus de 3 mètres qui sépare la table du ring, ce qui est bien plus long que le saut de Shawn Michaels. Une action complètement dingue, mais qui soulève une interrogation. Juste avant, on a vu Jey Uso faire un spear à John Cena sur cette même table, afin qu'il soit en bonne position pour recevoir le moonsault par la suite. Mais du coup, comment la fédération s'est débrouillée pour qu'elle ne casse pas trop vite? Bah oui, l'impact du spear avec le poids des deux catcheurs qui retombent dessus, c'est quasiment aussi puissant que l'impact de Logan Paul tout seul, même s'il a beaucoup plus de hauteur. La réponse à cette question, on l'aura grâce à un fan dans l'arène qui filmera un secret. Quelques secondes après le spear, 2 membres du personnel viendront hors du champ des caméras retirer 2 piliers secrètement placés sous la table et qui servaient à la renforcer pour qu'elle ne casse pas. Après qu'ils aient pu les récupérer en toute discrétion, l'arbitre pourra signaler à Logan Paul que le champ était libre, lui donnant ainsi le signal qu'il attendait pour réaliser sa manœuvre, causant cette fois-ci la destruction de la table. Vous voyez, toute cette organisation est remarquable, pourtant on ne s'en rend pas forcément compte. C'est aussi et surtout beaucoup d'entraînement en amont. D'ailleurs, à chaque fois qu'il fait une action comme ça, Logan Paul aime bien partager des vidéos de ses répétitions puisqu'il a un ring chez lui pour s'entraîner. Du coup, j'ai envie de vous partager plein d'autres secrets liés aux objets de la WWE. Prenons par exemple les kendo sticks. Ces célèbres bâtons qui sont parfois utilisés par les catcheurs pour faire ce bruit sec assez identifiable. Eh bien, il y a quelques jours, lors d'une vidéo avec Maven, Mick Foley a lui-même donné quelques explications sur le fonctionnement de cette arme. C'est plusieurs petites planches flexibles côte à côte, mais surtout, il y a une petite ficelle avec qui permet de gérer la rigidité de l'arme en général. Plus elle est tendue, plus c'est rigide, plus elle est résistante. Et donc à l'inverse, plus elle est détendue, plus il sera facile ensuite de décomposer le kendo stick comme s'il avait vraiment été brisé. Malgré ça, la douleur est là quoi qu'il se passe, hein. Pas de secret, pour le coup ça fait mal et ce sera jamais agréable de se faire fouetter. J'enchaîne désormais avec les chaises qui sont bel et bien en métal et pas en plastique comme on peut parfois le lire sur internet. Y a pas tellement de secrets sur les coups, si ce n'est peut-être le fait que les catcheurs prennent toujours le soin d'envoyer le côté lisse sur leurs adversaires pour ne pas les blesser, et qu'ils ramollissent un peu leurs poignets pour que le coup ne soit pas brutal. Ce qui nous intéresse ici, c'est lorsque ces chaises vont passer à travers la tête d'un catcheur, ce qui est je pense l'un des meilleurs effets visuels qui puissent exister. Prenons par exemple les Survivor Series de 2006, dont l'un des matchs de la soirée voyait l'Undertaker affronter Mr. Kennedy. À un moment, le Deadman saisira une chaise pour l'envoyer sur son adversaire. Vu comme ça, on peut croire que c'est extrêmement douloureux. Pourtant, durant une interview, Mr. Kennedy a lui-même révélé que ça n'était pas du tout le cas, et ce grâce à un petit secret génial. Si je tiens une chaise fermement et que je veux la faire passer au travers de la tête de quelqu'un, bah là c'est pas bon du tout, ce serait juste le moyen de terminer sa carrière. En revanche, si je ne tiens que la moitié des pieds de la chaise, cette fois-ci elle pourra alors se déplier au moment de l'impact, ce qui du coup réduit drastiquement les risques. Mr. Kennedy a confirmé que c'était exactement ce qu'avait fait l'Undertaker ici, et c'est tellement bien trouvé comme fonctionnement que je voulais vous le partager. D'ailleurs, il y a un autre secret plutôt cool avec les deux catcheurs. On est un mois plus tôt à SmackDown, lorsqu'ils se retrouveront sur le ring pour un face-à-face, après quoi Mr. Kennedy devait tenter une attaque par derrière avec un microphone qui allait exploser dans ses mains. C'était une façon de mettre en avant les pouvoirs surnaturels du Deadman, et le catcheur va là encore donner un peu plus de détails sur comment tout ça a pu être mis en place. Si vous connaissez un peu sa carrière, c'était son habitude de faire descendre un microphone depuis le toit de l'arène pour parler dedans lors de ses promos. Ici, c'est une version normale de son microphone, et à présent, je vous mets l'image de celui qui sera utilisé lors de l'explosion, entouré de nombreuses couches de gaffeurs.
En fait, à la WWE, il y a littéralement un service appelé le service magie. C'est simple, dès que vous voyez des effets un peu extravagants ou des explosions, c'est ce service qui se charge de tout mettre en œuvre pour que ça fonctionne en toute sécurité. Ici, ils vont donc ajouter au-dessus du microphone un dispositif pyrotechnique télécommandé, et dès que le catcheur l'écartera de son visage, ils pourront le déclencher sans risque, même pour sa main. Mr. Kennedy a précisé qu'ils avaient carrément testé ça un peu plus tôt lors des répétitions, et que tout s'était bien passé. Je termine avec le secret des objets pour parler des guitares. Ça fait là aussi partie des effets visuels les plus impressionnants, et si à une époque de vraies guitares pouvaient être utilisées, depuis bien longtemps ce n'est plus le cas pour des raisons de sécurité. Non, en fait les épaisses plaques de bois sont remplacées par d'autres pièces plus fines qui peuvent se détruire facilement. On en aura la preuve avec le légendaire Jeff Jarrett qui utilisait toujours des guitares. Durant l'une de ses entrées, celle-ci va accidentellement se casser trop vite, montrant à quel point elle était fragile, et surtout à quel point les pièces utilisées sont différentes des vraies guitares. Allez, je continue avec un autre secret que vous ne saviez probablement pas. Ça concerne NXT, qui est un peu le centre d'entraînement des catcheurs, avant qu'ils ne passent dans le grand bain devant des millions de téléspectateurs. Et bien par le passé, NXT s'appelait FCW, la Florida Championship Wrestling, et tout comme NXT, de nombreux catcheurs légendaires sont d'abord passés par là pour s'entraîner. Forcément, il y a des observations, des notes pour trouver les superstars de demain. C'est là que je dois vous parler de fiches datant de 2007 qui vont fuiter, nous révélant un système de notation et de commentaires, exactement comme des professeurs rempliraient un bulletin scolaire. Prenons par exemple Drew McIntyre, aujourd'hui l'un des talents de la fédération. On pourra découvrir ses notes du second trimestre 2007, que ce soit pour ses capacités in-ring, au micro ou son aura en général. Plus drôle encore, c'est que Steve Kern, Tom Pritchard, Ricky Steamboat ou encore Dusty Rhodes ont pu ajouter leurs appréciations, et justement, le père de Cody a par exemple dit pour McIntyre « Drew continue d'impressionner, mais selon moi n'est pas encore prêt à ce moment précis ». On peut aussi lire les pistes d'amélioration et même la liste des blessures subies par le catcheur, ici aucune. Je trouve ces fiches méga intéressantes, et si ça vous intéresse, voici celle de Sheamus, celle de Dolph Ziggler, celle de Tyson Kidd, celle des Bella Twins, ou encore celle d'Evan Bourne. On va maintenant parler des secrets qui peuvent se cacher derrière les apparitions. Par exemple, en janvier dernier, lors du premier épisode de Raw sur Netflix, Roman Reigns et Solo Sikoa se sont affrontés pour l'avenir de la Bloodline dans un match plein de rebondissements. À un moment, l'arbitre se fera attraper par Tama Tonga pour empêcher le tombé de Roman Reigns. Si vous vous demandiez d'où pouvait bien débarquer le catcheur, on aura la réponse. Un fan pas loin filmera quelques instants un écran derrière le tablier du ring et même quelqu'un juste à côté. Il s'agissait en fait de Tama Tonga lui-même attendant son moment pour intervenir. Un peu de la même manière, en avril dernier, John Cena a tenu une promo sur le ring, lorsque Randy Orton va soudainement apparaître derrière lui pour porter un RKO sorti de nulle part. La réalité, c'est qu'un peu avant l'entrée de John Cena, l'arène a été plongée dans le noir, et un mystérieux membre de l'équipe technique fera semblant d'être occupé avant de se glisser sous le ring. Vous l'aurez compris, c'est en fait Randy Orton capuché qui se mettait en position pour ressortir un peu plus tard, de façon hyper inattendue pour tous les téléspectateurs. On peut aussi parler des Survivor Series en 2023, où Jey Uso aura l'occasion de monter sur la cage durant son entrée pour faire son fameux geste avec le public. Un abonné sur Insta m'a fait remarquer qu'il se tenait en fait sur une plaque de plexiglas, puisqu'évidemment ça aurait été risqué de tenir en équilibre sur les barreaux de la cage. C'est un petit détail assez cool que je voulais vous partager. D'ailleurs, le père de Jey Uso, Rikishi, a toujours caché un petit détail lors de son entrée. On le voyait très souvent se toucher le nez lorsqu'il débarquait dans l'arène. Bah ce simple geste n'est pas anodin. C'était en fait un moyen discret pour dire à sa femme et ses enfants qu'ils le regardaient à la télévision, qu'il les aimait. C'est hyper touchant, surtout quand on sait à quel point les catcheurs sont loin de leur famille. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. On se revoit dimanche prochain pour de nouvelles aventures. C'était Weeds, bye tout le monde.